Le temps de l'info, c'est maintenant avec Gilles Kepel. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gilles Kepel. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de l'islam contemporain. Vous êtes auteur de Bouleversement du monde aux éditions Plomb que l'on voit ici. L'après 7 octobre, effectivement, vous décryptez l'effet de souffle sur nos sociétés causées par cette journée du 7 octobre. En ce moment même, et c'est les suites de tout ça, conférence à Paris pour le Liban organisée par Emmanuel Macron. La France qui organise donc ce sommet pour essayer d'apporter de l'aide humanitaire. 100 millions d'aides. D'ailleurs, c'est la somme qui a été annoncé par le président tout à l'heure, un nouvel appel au cessez-le-feu. Et puis, beaucoup notent que malgré tout, autour de la table, il n'y a pas Israël, il n'y a pas l'Iran, il n'y a pas Antony Blinken. Et donc certains se disent, à quoi bon ? Est-ce une conférence pour rien ? Gilles Kepel. Non, c'est une conférence déjà pour lever des fonds, donc on imagine mal que l'Iran et Israël donnent de l'argent pour le Liban aujourd'hui. L'objectif, je crois, du président de la République, et les États-Unis se sont fait représenter également, c'est précisément d'apporter d'abord et avant tout un secours, un soutien matériel aux populations libanaises, dont nous avons plus d'1 million apparemment d'entre elles qui se sont réfugiées en quittant le sud sous les bombardements, qui doivent aller dans le nord du pays. Comme vous le savez, le Liban est un pays multiconfessionnel. Les hommes chiites qui viennent du sud ne sont pas nécessairement les bienvenus dans les autres confessions, ne serait-ce parce que les gens ont peur que ce soit quelqu'un qui soit lié au Hezbollah, qui soit tracé par l'intelligence artificielle et qui voit que la maison et tout le quartier soient détruits par Israël. Donc tout ça, ça crée beaucoup de tensions dans le pays. Et Monsieur Le Cornu et d'autres récemment ont manifesté leur inquiétude qu'on ait une nouvelle guerre civile. Ou encore Jean-Yves Le Drian sur ce plateau voilà. Hier soir. Oui, effectivement. Donc vous y croyez. Vous pensez qu'une guerre civile est possible ? J'y crois pas. Attendons de voir. J'espère que ça va pas se passer. Mais en effet, la situation est très tendue et cette conférence, elle vient précisément pour essayer d'éteindre un minimum le feu à destination des populations civiles concernées, étant entendu que ce n'est pas la conférence de Paris qui va dire à M. Netanyahou d'arrêter de tirer ou au Hezbollah d'arrêter d'attaquer Israël. Pas la fin des hostilités avec cette conférence, ça c'est sûr, c'est illusoire. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Sa déclaration a fait beaucoup réagir sur ce plateau quand on l'a entendu en direct tout à l'heure. Emmanuel Macron. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire. Gilles Kepel, Emmanuel Macron dit ne pas être sûr qu'on puisse défendre une civilisation en semant la barbarie. Beaucoup ici ont vu une adresse une nouvelle fois à Benyamin Netanyahou, à l'issue d'ailleurs d'une nouvelle interview dans laquelle il y a un échange en distance toujours très tendu entre les deux chefs d'État. Comment vous prenez cette déclaration ? Vous semble-t-elle justifiée dans le temps, dans le format, dans les mots ? Je crois qu'aussi bien en France qu'aux États-Unis, même si c'est formulé de manière un peu différente, il y a un sentiment d'exaspération envers la manière dont M. Netanyahou mène la guerre. Les Occidentaux se sont tenus, aussi bien des deux côtés de l'Atlantique, se sont tenus aux côtés d'Israël quand la sécurité d'Israël a été menacée. Et aujourd'hui, on voit bien que le Hamas a été significativement liquidé avec la mort de son chef, tué par des soldats israéliens, Yahya Sinwar. Le Hezbollah également, dans une blitzkrieg numérique exceptionnelle, qui a restauré la crédibilité du renseignement israélien, qui avait été prise en défaut le 7 octobre 2023. Et donc là, le sentiment, c'est que maintenant, il faut marcher vers la paix et marcher vers la reconstruction du Moyen-Orient. Que ça n'est pas seulement un enjeu israélo-palestinien, c'est aussi la question libanaise, c'est aussi la question de l'Iran. Est-ce qu'on peut réintégrer l'Iran dans le consensus ? Est-ce qu'on peut faire bouger le leadership de la République islamique ? L'Iran est dans une situation de crise extrêmement grave aujourd'hui. Et donc on voit bien qu'il y a tout un échiquier qui est en train de se mettre en place. Et mon sentiment, c'est que les dirigeants occidentaux ne souhaitent pas que, d'une certaine manière, donner un blanc-seing à M. Netanyahou, dont ils considèrent qu'il fait la guerre essentiellement
aujourd'hui pour sa propre survie politique et pour sa propre survie judiciaire. Et c'est d'ailleurs très présent dans la presse israélienne. Vous aviez ça dans Haaretz ce matin qui disait exactement la même chose, alors qui est plutôt un journal libéral, si vous voulez. Mais je crois que c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Et quand Emmanuel Macron dit que le Liban fait aussi partie de la civilisation, si vous voulez. Alors que le Hezbollah incarne la barbarie, si on veut, même si la France parle avec son aile politique. Hein. Mais néanmoins, le message, c'est qu'on ne peut pas impunément bombarder le Liban, à prendre le risque de la décomposition et de l'éclatement complet du pays. Et je crois que c'est ça le message que transmet la conférence de Paris. Les Américains ne sont pas représentés par M. Blinken, qui est justement en Israël en ce moment. Mais en Israël, mais dans la région. Voilà, c'est ça. Autre déclaration, alors on va revenir au Hezbollah, à la mort du patron du Hamas, à la mort de Nasrallah, la riposte en Iran. On l'attend toujours, on va regarder tout ça. Mais il y a une autre déclaration qui vient de nous parvenir. Là encore, même le timing s'analyse, c'est Vladimir Poutine. Il est lors d'un sommet avec les BRICS, avec d'autres chefs d'État, une autre partie du monde. Et voilà ce qu'il vient de déclarer. Les combats qui ont commencé il y a un an à Gaza se sont étendus au Liban. D'autres pays de la région ont également été touchés. Le degré de confrontation entre Israël et l'Iran a fortement augmenté. Tout cela représente une réaction en chaîne et place l'ensemble du Moyen-Orient au bord d'une guerre totale. À quoi joue Poutine ? Je crois qu'il veut éviter que la situation militaire au Moyen-Orient aujourd'hui n'évolue en faveur des États-Unis, de l'Occident et globalement d'Israël. Et l'Iran est un allié pour la Russie. L'Iran fait partie des BRICS, justement, de ce regroupement qui se dit du Sud global, mais Poutine a ajouté hier Sud global et Est. Donc il considère que l'Arctique n'a pas encore fondu malgré le réchauffement. Et donc tout le monde est en train de se positionner pour l'après, d'ores et déjà. La question de l'après, c'est la question du basculement ou non de l'Iran. Exactement. C'est la raison pour laquelle tout le monde attendait une frappe iranienne sur l'Iran en rétorsion à celle que l'Iran a fait sur Israël, après la liquidation de Nasrallah. Et ce qu'on comprend, c'est que M. Biden, sans laquelle la frappe ne peut pas avoir lieu, parce que l'armée israélienne est très engagée aujourd'hui au Liban, comme on vient de le rappeler, donc sans l'appui des États-Unis, il n'est pas possible de la faire. Et Biden a dit, si j'ose dire, niet, puisqu'il ne veut absolument pas qu'il y ait une conflagration qui se traduirait par une augmentation massive des prix du pétrole. Surtout avant la campagne. Voilà, surtout avant l'élection. Les routiers, les chauffeurs routiers et les automobilistes américains votent et ils considéreraient que celui qui a fait monter le prix, c'est Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, et ils voteraient d'autant plus pour Trump avec les deux pieds, si j'ose dire. L'Iran est déjà vacillant, non ? Oui, l'Iran ne va pas bien du tout. Moi, je suis très surpris par le fait, tous ces assassinats qu'il y a eu. L'ancien président Raïssi, cet accident d'hélicoptère dans un climat... Enfin, le temps était maussade, disons, c'est comme on le dit, parce que le Mossad est très présent en Azerbaïdjan voisin, d'où l'hélicoptère a décollé. Raïssi était un sanguinaire fanatique. C'était lui le responsable de la très violente répression contre les femmes. Les classes moyennes iraniennes sont épuisées par le régime. Jusqu'alors, sans le soutenir, elle ne le contestait pas parce qu'il maintenait une sorte d'ordre. La hantise des Iraniens, c'est de se retrouver dans la situation de l'Irak ou du Liban, c'est-à-dire la guerre civile, etc. Mais là, le régime est allé beaucoup trop loin. Et c'est pourquoi, après la mort accidentelle ou aidée de Raïssi, l'establishment des gardiens de la Révolution a fait passer ce président plus moderne, entre guillemets, M. Pezeshkian, qui est un médecin, et qui a dit « nous voulions renouer les relations avec l'Occident ». Bon, il a du mal depuis, puisque la guerre s'accroît. Ensuite, il y a cette mort très bizarre d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, dans la résidence des hôtes ultra sécurisés, les gardiens de la Révolution. Je ne pense pas que ça ait été complètement fortuit, soit une complicité entrée au lieu, soit une partie des gardiens qui veut se dissocier de ce soutien systématique au Hezbollah et à Hamas et essayer de reconstruire une nouvelle insertion
d'un Iran qui mettrait un peu sur la touche la dimension république islamique. Vous voyez, beaucoup d'Iraniens, y compris parmi les dirigeants, ont les yeux rivés sur la transition qui s'est produite en Arabie Saoudite. MBS a marginalisé le clergé, qui n'est plus au poste de commande, a ouvert culturellement la région. Il y a son royaume, il y a des films, il y a toutes sortes de choses, des festivals, des plages, tout ce que vous voulez. Et d'une certaine manière, il a levé la pression. Il est en train de créer un dynamisme régional. L'Iran, qui dispose, contrairement aux pays arabes du Golfe, d'une classe moyenne très importante, de nombreux ingénieurs, médecins, etc., dont ils sont très fiers, justement, au fond se dit nos chances sont en train d'être gâchées parce qu'on s'enferme dans un soutien au Hezbollah et au Hamas qui ne sont plus véritablement en capacité, et ça n'est pas simplement en faisant du chantage contre Israël qu'on va redéfinir notre identité. Ouais, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est en train d'ores et déjà de réfléchir à l'après, même si c'est pas encore fini. C'est pour ça que les Occidentaux freinent Netanyahou, parce qu'ils ne lui font pas confiance, ils considèrent qu'il mène sa politique à lui, et que les enjeux sont beaucoup plus importants, et surtout avec Poutine en embuscade à Kazan. Comme on vient de le voir. Puisqu'au moins, il fait ça direct chez lui, parce que comme vous savez, la Cour pénale internationale le recherche pour génocide. Bon, on va en reparler. Le fait, c'est que surtout, on vient de le voir, et même Guterres lui-même. Mais une question de Claire Fournier. Dans le Figaro du jour, Pascal Bruckner dit que c'est maintenant qu'il faut frapper l'Iran, qu'il faut faire tomber le régime, parce que sinon, dit-il, tout atermoiement sera payé au centuple par nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut frapper maintenant? Je ne sais pas ce que Pascal Bruckner a en tête. Peut-être est-ce qu'il pense à l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire, qui est le grand enjeu aujourd'hui. C'est à partir du moment où l'Iran disposerait de l'arme nucléaire et du vecteur pour l'envoyer, les choses changent. Apparemment, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je crois que la stratégie des Occidentaux, à l'exception peut-être de Netanyahou, mais qui, encore une fois, ne peut pas agir sans le nihil obstat américain. C'est d'empêcher cette accession, ou en tout cas que le nucléaire soit utilisé à des fins pacifiques et non guerrières, ce qui était la stratégie de l'accord qu'on appelait le JCPOA, qui avait Joint Plan of Action, qui avait été signé en 2015 et dont Trump est sorti, ce qui a eu pour effet que l'Iran s'est lancé dans l'enrichissement, si vous voulez. Donc essayer de trouver une autre stratégie. Pour cela, alors, taper sur l'Iran aujourd'hui, c'était l'option juste après la frappe, mais précisément du fait de la conjoncture qui veut qu'il y ait l'élection américaine, le président américain ne peut pas prendre le moindre risque, déjà que les sondages donnent plutôt l'avantage à Trump maintenant, ne peut absolument pas prendre le risque que ça se traduise par la victoire de celui-ci. Ça voudrait dire que les États-Unis ont encore peut-être des moyens de pression sur Israël, certains en doutaient, mais autre question. Oui, vous savez, je vous interromps une seconde, là, vous avez vu le nouveau système de défense. Les Israéliens ont tellement utilisé les projectiles qui font partie du dôme de fer qu'il y a plein de choses qui passent. Vous avez vu, par exemple, près de Haïfa, le Hezbollah, alors qui est liquidé comme dans sa structure globale, mais dans le sud du Liban, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans les tunnels, etc., qui peuvent envoyer des drones, et l'unité d'élite des Golani, qui sont un peu le deuxième régiment étranger de parachutistes, si vous voulez, des Israéliens, a été touché dans sa salle d'entraînement. Il y a eu des soldats qui ont été tués, etc. Donc, ça indique que là, les Israéliens ont besoin des États-Unis, qui ont envoyé un système de défense qui s'appelle le THAAD en Israël pour le protéger, avec 100 militaires américains qui en sont les opérateurs. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, la défense d'Israël est subrogée à la volonté de Joe Biden. Vous évoquez le Sud-Liban. Est-ce que le Sud-Liban est en train déjà de devenir le nouveau Gaza? On a vu de hauts niveaux de destruction, encore dans un reportage de notre équipe de TF1 LCI, qui a pu se rendre à 10 km de la frontière, sont des villages fantômes. La destruction et les ruines. Est-ce que le Sud-Liban devient le nouveau Gaza? Oui, c'est une route que je connais bien, que j'ai parcourue de nombreuses fois, la route qui va de Narkoura à la frontière, jusqu'à la frontière syrienne de l'autre côté. Et effectivement, c'était une région mixte chiite-chrétienne, avec une majorité de chiites, ce qui fait que les chrétiens locaux étaient plutôt pro-Hezbollah pour être tranquilles, et dont il ne reste pas grand-chose. Alors,
effectivement, on est fondé à se poser la question aussi quand on voit les immeubles, les grands immeubles du sud, de l'espèce de grandes tours HLM qui ont été construits avec l'argent iranien, dans lequel Hezbollah s'est caché, et qu'on voit s'effondrer comme des châteaux de cartes dans la banlieue chiite de Beyrouth. Dans la Dahiyeh, oui, exactement. Et ça, c'est une question que je crois les dirigeants occidentaux se posent. Jusqu'où peut aller la destruction? Vous avez vu que pour Gaza... Et qu'en pensez-vous, vous, pardonnez-moi? Jusqu'où peut aller la destruction? Là, on vient d'avoir un rapport qui indique que, à toutes choses égales par ailleurs, il faudrait 350 ans pour reconstruire Gaza. Donc, je pense que aujourd'hui, effectivement, il faut mettre un terme à la destruction. Notamment, encore une fois, la clé, c'est la relation avec l'Iran, je pense. C'est le changement en Iran. Alors, est-ce qu'il faut faire comme Pascal Bruckner le préconise, c'est-à-dire aller tout bombarder, ou au contraire faire des pressions pour que la machine tombe, puisque la situation iranienne est aujourd'hui très, très grave. Il y a un grand expert de l'Iran, Bernard Hourkad, qui vient de publier un papier très intéressant dans la revue Telos là-dessus, je viens de lire. Et moi, je crois que, si vous voulez, on ne peut pas considérer que les bombardements dans des populations civiles passent par pertes et profits. D'abord parce que c'est épouvantable, et puis parce que les conséquences à terme seront gigantesques. Vous imaginez le degré de haine des gens qui ont été bombardés, et parce qu'il va falloir faire la paix. Il va falloir qu'il y ait une réconciliation, il va falloir qu'il y ait deux États. Et donc, il y a un moment où il faut quand même être dans une logique d'équilibre. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, il me semble que dans les chancelleries occidentales, on considère que Netanyahou va trop loin, et ces échanges, ces prises de bec perpétuelles avec Emmanuel Macron, d'une certaine manière, en sont le symptôme. Alors, vous avez évidemment des gens qui sont avec lui, qui considèrent que c'est Macron. Enfin, on ne peut pas dire que la France n'ait pas été aux côtés d'Israël depuis le 7 octobre 2023, si vous voulez, globalement. Ça a d'ailleurs suscité des réactions assez violentes dans les universités par rapport à un certain nombre de gens disant que la France était allée trop loin. Et alors, on en fait ce qu'on en veut, mais il me semble que nous sommes là à un point d'inflexion par rapport justement au leadership de Netanyahou en Israël. Alors ce sont des Israéliens qui choisissent leur Premier ministre, c'est ni les Français ni les Américains, bien sûr. Mais vous voyez, je vois une certaine congruence dans la façon dont les États-Unis et la France et l'Europe, du reste, se manifestent en ce moment. Oui, Xavier. Alors, au Liban, après un peu plus d'un mois de guerre, les objectifs affichés du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou, qui était de faire revenir les 60 000 Israéliens qui avaient dû quitter leur village au nord du pays et qui étaient à portée de roquettes, cet objectif-là n'est pas du tout atteint. Et on voit aussi que même s'il y a énormément de dégâts faits par les bombes israéliennes, la progression vers le Litanie est très très lente en fait. Oui, tout à fait. Et c'était effectivement la stratégie de Netanyahou à l'époque. C'est pour ça que je vous dis, sa stratégie principalement est électorale, éventuellement judiciaire, parce qu'il a des chefs d'inculpation avant même qu'il ait... Et là, les électeurs, ils ne viennent pas dans les maisons. Oui, alors, voilà. Et au début, quand Nasrallah a été liquidé, et surtout qu'il y a eu l'affaire des beepers, etc., qui a impressionné tout le monde et qui a remis le Mossad qui a fait. Donc l'idée c'était tout le monde peut revenir à domicile, le Hezbollah est ratatiné, et puis à la limite on va aux élections et je gagnerai même sans les religieux, puisque le Likoud, ça n'est pas ce qui se passe, parce que même si le Hezbollah est détruit au niveau de Beyrouth, si vous voulez, au niveau de la banlieue sud, néanmoins, le Hezbollah est capable d'agir de manière déconcentrée. Ça a été le cas dans la guerre civile syrienne, quand, à l'époque, le Hezbollah venait au secours de Bachar el-Assad contre les gens qui étaient les islamistes sunnites, qui étaient à l'époque soutenus par le Hamas. Donc tout ça, les allégeances au Moyen-Orient sont souvent assez fluctuantes. Et de la même manière, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'ordre express venant de Téhéran ou autre, qui, depuis les tunnels, harcèlent l'infanterie israélienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles Israël a dit qu'il tirait sur les bâtiments de la FINUL, non pas parce qu'il était contre l'ONU, mais parce que le Hezbollah se cachait dessous, comme sous les hôpitaux à Gaza. Ce qui a commencé à déclencher
des réactions assez fortes. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Madame Mélanie, qu'on ne peut pas accuser d'être une gauchiste échevelée, je pense. Elle a même fait le déplacement, oui. Elle est allée à Beyrouth pour voir M. Mikati, le Premier ministre que vous avez vu embrasser Emmanuel Macron tout à l'heure, pour lui témoigner son soutien. Il y a 600 soldats italiens et 700 Français, ou le contraire, à la finule. Donc ce n'est pas rien. Merci beaucoup Gilles Kepel. Pour tout vous dire, on avait encore 100 questions. Donc il va falloir revenir, Gilles Kepel, sur ce plateau. Et il faut lire Bouleversement du monde. Le Bouleversement du monde, aux éditions Plomb, on l'a remis. Vous avez vu l'après 7 octobre, Merci. Effectivement, encore une fois, vous décryptez l'effet de souffle de cette journée. C'est ce qu'on vient de faire. En réalité, je vous remercie beaucoup Gilles Kepel. Merci de votre invitation. À la prochaine fois donc. Avec Merci plaisir. beaucoup à vous quatre et à vous.